Très rapidement, du coup, je vous présente un des travaux de recherche récents qu'on a fait avec un étudiant, M. Raoult, sur le lait. Donc, c'est un travail qui a remis en cause notamment certains postulats de corps. Je vous rappelle que, premièrement, le micro-organisme doit être présent en abondance dans les organismes atteints, mais pas chez les organismes sains. Le deuxième postulat, c'est qu'il doit être isolé d'un organisme malade et cultivé en culture pure. Le troisième, que le micro-organisme cultivé devrait causer la maladie lorsqu'il est introduit dans un organisme sain. Et quatrième, que le micro-organisme doit être isolé de l'hôte expérimental inoculé, malade, et qu'il est identique à l'agent causal. On va particulièrement critiquer le premier postulat, parce que comme on le voit dans le microbiote, et là c'est dans le lait dont je vais vous parler aujourd'hui, on a des centaines et des milliers de microbes, et comment on fait pour savoir lequel est potentiellement responsable d'une infection ou pas. On a fait donc, tout ça c'est parti d'un travail de revue sur le lait, où on a fait le répertoire du lait semi-automatique, 20 000 espèces bactériennes et d'archées, 4 800 articles screenés, 240 articles inclus. On a essayé de voir quel était le répertoire du lait, et évidemment les données des individus ne sont pas disponibles pour qu'on puisse comparer les individus par exemple qui sont infectés ou pas infectés. Donc ce qu'on a fait, on a défini des groupes d'individus avec à chaque fois un groupe qui a le même article, la même méthode, le même prélèvement, que ce soit du tissu mammaire ou du colostrum ou du lait, et le même cas nosologique, c'est-à-dire mastite, abcès mammaire, infection néonatale ou contrôle sain. C'était exhaustif, donc 64 ans, 38 pays, 1941 femmes qui ont fourni 2000 tissus mammaires, 9000 femmes qui ont fourni 13 000 échantillons de colostrum ou de lait, ce qui nous a permis de déterminer 100 groupes contrôle, 149 groupes qu'on a déterminés comme infection, et on a pu comparer ces groupes selon les méthodes et selon le statut infectieux. Premièrement, pour le répertoire, c'est les protéobactéria qui sont majoritaires dans le microbiote du lait, alors que dans le tube digestif, c'est plutôt les anaérobies comme les Firmicutes. Ensuite, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, et il y a des phyla négligés qui sont détectés par les études qui ont été incluses. Ensuite, il y a une variation évidemment selon les échantillons et les méthodes. Il y a uniquement 20 espèces qui sont communes au tissu mammaire et au lait, et aux techniques de culture et aux techniques moléculaires. Donc il y a une faible reproductibilité. Et quand on représente par une image le répertoire qu'on voit dans le lait, on voit plein d'espèces différentes. On a du mal à se dire, est-ce qu'on est chez quelqu'un qui est malade, qui est infecté? Ici, c'est un des deux groupes. Et là, c'est l'autre groupe. Donc, pour distinguer qui est infecté, qui est malade, on retrouve les mêmes espèces des deux côtés. La taille est proportionnelle au nombre de fois que c'est retrouvé. Donc, on s'est particulièrement intéressé au premier postulat. Donc, corps, c'est tous les malades ont le microbe, donc j'ai représenté ça par un tableau de contingence. A l'inverse, tous les non-malades n'ont pas le micro-organisme, et c'est quelque chose qu'on peut représenter sous cette forme-là, que les microbes pathogènes devraient être des prédicteurs parfaits, c'est-à-dire dès qu'on les a, on est sûr qu'on est malade, on les a pas, on est sûr qu'on n'est pas malade, donc c'est une valeur prédictive positive d'infection qui est de 1 ou alors de 0. Malheureusement, on sait qu'aucun microbe n'est pathogène à 100%, même Ebola, qui est considéré comme un des pathogènes les pires en santé humaine, on a des patients virémiques asymptomatiques, donc la valeur prédictive n'est pas de 100%. Pour représenter ça de manière un peu qualitative, pour essayer de comprendre, j'ai fait un carré vert pour les individus chez qui le micro-organisme est détecté, un carré bleu chez les individus malades, et on a la population étudiée. Si on suit les postulats de corps, les deux carrés sont superposés, malade, pas malade, mais en pratique, ce n'est pas ce qu'on constate. Il y a un recouvrement qui est incomplet, donc il y a des gens qui ont le micro-organisme qui ne sont pas malades, et on a des patients qui ont pas des micro-organismes qui n'est pas détecté chez certains malades, et puis évidemment il y a des malades chez qui le micro-organisme est détecté. Donc tout ça, ça correspond en fait à des statistiques qui s'appellent bayésiennes, c'est-à-dire qu'on est capable, selon la fréquence du microbe, la fréquence de la maladie, de dire quand on détecte chez quelqu'un chez qui on a le microbe, quelle est la probabilité d'être malade. Et c'est ça qui nous intéresse pour essayer de dire comment on va interpréter les résultats de microbiote par exemple. En pratique, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'aller plus loin que les cas contrôle. Les cas contrôle, ça vous donne juste un odds ratio, donc ça vous associe un microbe à une maladie ou l'absence de maladie, mais en consultation, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Donc si vous arrivez à dire, quand je détecte ce microbe, la probabilité que ce soit responsable d'une infection est significative et de temps, ça peut être intéressant. Selon Cork, on avait 100% ou 0%. Donc nous, on a regardé, et donc on a montré qu'il est possible pour chaque microbe, évidemment, de calculer une valeur prédictive d'infection. Et on a trouvé, par l'analyse que je vous ai dit avant, qu'on trouvait Salmonella enterica, par exemple, avec une valeur prédictive de 1. Donc dans le lait, quand on détecte Salmonella enterica dans du lait, c'est toujours des malades. Il n'y a jamais de sain avec Salmonella enterica, mais on a détecté d'autres microbes. Est-ce qu'ils sont des pathogènes, mais peu connus ou pas?
Les commensaux probiotiques potentiels, donc ils ont des valeurs prédictives d'infection très faibles. On a retrouvé les bifidobacterium, les lactobacillus, Faecalibacterium prosnitzia, Carmentia musciphylla, qui sont des commensaux qui sont avec la santé habituelle, mais aussi des bactéries qu'on ne connaissait pas comme étant potentiels probiotiques, des Chloromonas aromatica qui détoxifient notamment les benzènes, etc., Streptococcus sanguinis. Et de façon assez surprenante, Staphylococcus epidermidis a été associé avec une valeur prédictive inférieure à 0,5, 0,3 de manière très significative. On s'est posé la question, Staph epidermidis qui protégerait contre l'infection. On est retourné voir une étude auquel on a contribué avec Nadim Kassir sur l'entérocoliite nécrosante du nouveau-né, où il avait été mis en évidence que Clostridium butyricum était associé à l'entérocolite. De l'autre côté, ce qui n'avait pas été vraiment regardé ni discuté, c'est que celui qui sortait le plus protecteur, c'était Staphylococcus epidermidis, significatif. Ça, c'était en culture, et même en méthode moléculaire, il sortait le deuxième, le plus protecteur contre l'entérocolite nécrosante, alors qu'habituellement, on considère que c'est un pathogène. J'ai trouvé dans la littérature des études où certaines souches de Staph epidermidis sont protectrices contre Staph doré. 1/5 dans cet article dans le lait humain inhibait Staphylococcus aureus, donc probablement un effet souche dépendant avec certains Staph epi qui pourraient quasiment être des probiotiques. Donc voilà, ça c'est pour illustrer ça, c'est que si on ne tient pas compte du contexte, les mots et les actions n'ont pas de sens. C'est Grégory Bateson qui disait ça. Et les reviewers nous ont forcé à aller plus loin dans la discussion, à aller voir par type d'infection. On est allé voir entre les infections néonatales, les mastites et les abcès mammaires. On n'y croyait pas trop au début, et au final, qu'est-ce qu'on a trouvé? Suivant le type d'infection, mastite, Bifidobacterium breve, qui est un probiotique très connu, c'est le plus fréquent dans le lait humain, et celui qui est vraiment implanté très précocement chez le bébé, protecteur. À l'opposé, on trouvait Panthoea dispersa, qui est plutôt un opportuniste, Corynebacterium propinquum, qu'on voit aussi souvent dans les microbiotes infectés. On l'a vu dans les microbiotes des infections respiratoires virales, Corynebacterium propinquum. Abcès du sein, Bifidobacterium breve, toujours protecteur. Et à l'opposé, on trouvait une bactérie qui est caractéristique, qui s'appelle Corynebacterium kroppenstedtii, et qui a été associée dans la littérature avec des abcès mammaires récidivants, notamment chez les femmes qui fument, non enceintes. Et tant qu'elles fument, le plus souvent, on n'arrive pas à les guérir. Donc c'était assez intéressant que ça sorte vraiment ici statistiquement, même si on le retrouve chez les contrôles en bonne santé. Infection néonatale, ici on retrouvait encore Bifidobacterium breve et on retrouvait Salmonella enterica, mais par exemple Corynebacterium kroppenstedtii ne sortait pas avec les infections néonatales, comme quoi il y aurait des pathogènes spécifiques pour certains types d'infections. À l'opposé, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que les Bifidobacterium breve étaient protecteurs contre tous les types d'infections, mastite, infection néonatale ou abcès du sein. Donc voilà, certains pathogènes sont spécifiques de certains sites anatomiques. Par exemple, Corynebacterium, on sait qu'ils aiment beaucoup les lipides, et du coup c'est quand même assez logique que ce soit dans le sein, mais c'est juste une explication possible. Mais Bifidobacterium breve était associé à l'absence de tout type d'infection, mastite, abcès du sein et infection néonatale. De façon surprenante, quand on regarde purement en cas contrôle, plus de staphylocoque doré chez les contrôles et plus de streptocoque B chez les contrôles. Donc si on regarde directement les études cas contrôle, on aurait tendance à considérer que ces deux pathogènes sont protecteurs, alors qu'on sait très bien qu'ils sont retrouvés dans les infections. Voilà. Donc cela questionne les études cas contrôle, et il faut absolument tenir compte du contexte, le cas de nosologie clinique, un clone ou l'immunité. Voilà. L'idée, en fait, dans le futur, ce serait éventuellement d'essayer de développer des modèles qui permettent d'identifier les microbes dans le même contexte, qui ont la plus grosse valeur prédictive de déclencher l'infection. Ça, c'est des pistes pour le futur. Et c'est ce qui a déjà été appliqué par le passé, notamment avec Alan Turing et sa machine qui a permis de décrypter des codes allemands, qui étaient basés sur ce type de statistiques bayésiennes. Voilà, je vous remercie.